Alors, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de pathologies générales qui ont des manifestations oculaires, qui s'accompagnent de manifestations oculaires. Certaines de ces atteintes oculaires vont venir confirmer le diagnostic d'une pathologie déjà là qui était hésitante. Parfois, c'est comme la maladie de B7. La maladie de B7, il faut savoir qu'un des critères majeurs, pas obligatoire, mais majeur dans le diagnostic de la maladie de B7, c'est la tête oculaire. Donc, la tête oculaire, dans ce cas-là, elle va confirmer le diagnostic déjà hésitant de la maladie de B7. Parfois, c'est de véritables complications, des complications de pathologie générale, quand c'est le cas de la rétinopathie diabétique. D'ailleurs, ce qu'on va surtout un petit peu analyser. Donc, il est fondamental de connaître toutes les maladies qui peuvent se traduire par une manifestation ophtalmologique. Cela va faciliter le diagnostic de certaines pathologies causales, et d'autre part, on va entraîner le dépistage et le traitement précoce d'une complication d'une maladie, c'est comme la rétinopathie diabétique. Donc, d'une autre part, on va anticiper le diagnostic, et d'autre part, on va bien sûr on va faire le dépistage et le traitement de ces complications oculaires. Donc, on va commencer bien sûr par la rétinopathie diabétique. On va surtout parler de la rétinopathie diabétique et de l'HTA, les atteintes oculaires au cours de l'HTA, parce que c'est les deux pathologies les plus fréquentes que vous allez rencontrer au cours de votre exercice. Donc, on va surtout s'étaler sur la rétinopathie diabétique et l'hypertension artérielle. Bien sûr, on va citer d'autres pathologies. Comme ça, vous allez connaître un petit peu quelles sont les manifestations oculaires des autres pathologies. Donc, dans la rétinopathie diabétique, la manifestation oculaire de la rétinopathie, elle est secondaire à la micro-angiopathie de la rétinopathie diabétique et du diabète. Donc, on sait très bien que le diabète, il se complique par une macro-angiopathie et les micro-angiopathies. Les micro-angiopathies, il y a la micro-angiopathie rénale, il y a la micro-angiopathie au niveau oculaire, c'est la rétinopathie diabétique. Donc, c'est la première, il faut savoir que c'est la première cause, le diabète, c'est la première cause de cécité avant 50 ans. Donc, on voit très bien que le diabète, il pose un véritable problème de santé publique. Donc, la première cause de cécité chez les jugés jeunes, en plus de ça, c'est la rétinopathie diabétique. La cécité au cours du diabète, elle est secondaire à deux grands volets. Soit elle est secondaire à un œdème maculaire, c'est la macula qui devient très œdémaciée, soit elle peut être secondaire à une rétinopathie proliférante et les complications de la rétinopathie diabétique proliférante. Bien sûr, il faut savoir que au cours du diabète, il y a aussi la cataracte diabétique. Vous avez fait le cours des cataractes. La cataracte la plus fréquente, c'est la cataracte sénile, qui est due à l'âge. Mais il y a les cataractes métaboliques. Parmi les cataractes métaboliques, c'est le diabète. Donc, un sujet diabétique peut être aveugle, non pas par une rétinopathie diabétique, mais par une cataracte tout simplement. La prévalence de la rétinopathie diabétique sur un avec la du diabète et diabète supérieur à 15 ans, on va retrouver 80% des diabétiques ont une rétinopathie diabétique, même minimum, et ils ont une début de RP, bien de rétinopathie diabétique. Là, on a dit que une mauvaise vision et la rétinopathie diabétique sont différentes dans le diabète type 1 et le maculaire dans le diabète type 2. Donc, diabète type 2,
la cause la plus fréquente de baisse d'acuité visuelle, c'est l'œdème maculaire. Mais par contre, dans le type 1, la cause la plus fréquente, c'est les complications de la prolifération, de la rétinopathie diabétique proliférante. Mais bien sûr, on peut avoir un type 2 avec une œdème proliférante et compliquée, comme on peut avoir un type 1 avec un œdème maculaire. Après 15 ans d'évolution de diabète, on a parfois 2% des sujets qui sont totalement aveugles, donc inférieurs à un dixième du meilleur, inférieur à un dixième du meilleur. Donc, si on voit là, le facteur principal de l'installation de la rétinopathie diabétique, c'est la durée du diabète. La durée du diabète, et deuxièmement, c'est le déséquilibre métabolique. Donc, quels sont les facteurs d'apparition de la rétinopathie diabétique? La durée du diabète et le déséquilibre métabolique. Un diabétique au bout de mal équilibré peut développer une RD au bout de 5 ans. Un diabétique bien équilibré, après 25 ans, il peut avoir un fort d'équilibre. Donc, c'est en fonction aussi de l'équilibre du diabète. Sur le plan physiopathologique, on va juste donner quelques précisions. Donc, en cas d'hyperglycémie chronique, il y aura une modification, il y aura plusieurs modifications chimiques au niveau intracellulaire. Ces modifications vont entraîner des altérations cellulaires. On a deux types d'altérations cellulaires. Soit on a un épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens, donc épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens, soit on a une perte des péricytes des capillaires rétiniens. Donc, dans le premier cas de figure, puisqu'il y a un épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens, il y aura des occlusions capillaires. Les occlusions capillaires secondaires à cet épaississement de la membrane basale, et cet épaississement va entraîner une ischémie rétinienne. Dans le deuxième cas de figure, là où il y a une perte des péricytes, les péricytes jouent un rôle important dans l'étanchéité des capillaires rétiniens. Lorsqu'il y a une perte des péricytes, il y a une exsudation à travers ces capillaires rétiniens. Il y a des phénomènes et ce phénomène au niveau maculaire va entraîner bien sûr l'œdème maculaire. Donc, ce sont les deux volets les plus importants dans l'apparition de la baisse d'acuité visuelle au cours du diabète. On a d'une part les phénomènes occlusifs, on a dit avec l'apparition d'ischémie rétinienne secondaire à l'occlusion des capillaires rétiniens. Cette ischémie, elle va prédominer surtout en périphérie rétinienne et en absence de traitement, bien sûr, de laser. Il y a apparition de néovaisseaux. On a dit qu'en cas d'ischémie rétinienne non traitée, donc la rétine va sécréter un facteur de croissance endothéliale, le VEGF, qui va entraîner la prolifération de néovaisseaux. C'est des vaisseaux anormaux qui vont proliférer dans la surface rétinienne et dans la cavité vitrienne. Et ces néovaisseaux vont saigner soit dans la cavité vitrienne, entraînant des hémorragies intravitriennes, comme on a fait ça dans le cours des pertes d'acuité visuelle, soit il va entraîner des décollements de rétine tractionnels. Le phénomène œdémateux, donc l'œdème maculaire secondaire à la perte des péricytes capillaires, va entraîner l'exsudation et un épaississement au niveau maculaire. Et cet épaississement va être, bien sûr, l'épaississement va être le primordial de la baisse d'acuité visuelle. Donc, la malvoyance va être secondaire à un œdème maculaire. Donc, ça, c'est les deux phénomènes qui vont entraîner la baisse d'acuité visuelle sur le plan physiopathologique. Maintenant, sur le plan sémiologique, qu'est-ce qu'on va retrouver chez un sujet diabétique? Au fond d'œil, bien sûr. Normalement, le fond d'œil sera demandé
par le médecin traitant, que ce soit un médecin généraliste ou bien un otorhinologue. Donc, le fond d'œil peut être normal. Si c'est un diabète récent, généralement, si il est diagnostiqué, il n'y a pas de rétinopathie diabétique avant 5 ans d'évolution, donc on dit 1. Type 2, méfiez-vous, le type 2, donc il peut être là depuis plusieurs années, la découverte tardive, donc on fait le fond d'œil systématique après la découverte du diabète, et parfois on a des surprises, on peut retrouver déjà des signes de rétinopathie diabétique, et ça nous est arrivé de faire même le diagnostic de diabète sur un examen ophtalmologique. Donc le patient vient pour autre chose, baisse d'acuité visuelle, pour des lunettes et tout, en faisant le fond d'œil, on va retrouver des micro-anévrismes donc et dans ce cas-là, c'est nous qui font la découverte du diabète. Donc, soit sur le fond d'œil peut être normal, soit on a des manifestations au niveau du fond d'œil. La première manifestation, c'est l'apparition de micro-anévrismes. L'apparition de micro-anévrismes. Il constitue le premier signe ophtalmoscopique de la rétinopathie diabétique. C'est le premier signe. Ce sont des ectasies développées à partir des capillaires rétiniens. Leur taille est variable, elle est entre 10 à 100 microns environ. Il avoisine généralement les zones de micro-occlusion capillaire. Il siège au début au niveau du pôle postérieur, donc dans la région maculaire. Les micro-anévrismes peuvent s'occlure spontanément, donc disparaître, ou bien ils peuvent augmenter en nombre, et leur évolution en nombre est un indice de progression de la rétinopathie diabétique. Si on fait un fond, on trouve 5 micro-anévrismes, au bout de 6 mois, on va en trouver 20, donc le patient est sûrement mal équilibré. Donc, c'est un indice de progression de la rétinopathie diabétique. Donc, ils apparaissent au fond d'œil comme des petites taches comme ça, rougeâtres. Il faut à distinguer par rapport aux hémorragies, parce que même dans la rétinopathie diabétique, il y a les hémorragies multiformes. Pour faire la différence entre hémorragie multiforme et micro-anévrisme, on peut faire l'angiographie. Donc, en faisant l'angiographie, après injection de produits de contraste, on verra que les hémorragies restent noires au niveau de l'angiographie. Par contre, les micro-anévrismes vont se remplir par le produit contraste, ils vont apparaître comme des points, on les voit comme ça, des points blanchâtres au pôle postérieur. Deuxième signe ophtalmoscopique du fond d'œil au cours de la rétinopathie diabétique, c'est les hémorragies rétiniennes. C'est une collection de sang dans la rétine, tout simplement. Elles sont dues à une rupture vasculaire, soit des capillaires, soit des vénules. On distingue 3 types d'hémorragies. Il y a les hémorragies plastiformes, qu'on confond généralement avec les micro-anévrismes. Il y a les hémorragies en flamèche, elles sont très superficielles, situées dans la couche des fibres optiques. C'est pour cela qu'ils apparaissent en flamèche comme ça, parce qu'ils suivent le trajet des fibres optiques. Il y a les hémorragies en taches, elles sont plus grosses, plus profondes. Et quand on voit les hémorragies en taches, on dit que le patient présente généralement une ischémie rétinienne profonde. Donc, dans cette diapo, on voit quelques hémorragies en bas, c'est des hémorragies en flamèche, comme ça, ils suivent le trajet des fibres optiques. Il y a d'autres petits points hémorragiques qui sont des hémorragies multiformes. Là aussi, c'est des hémorragies en taches, carrément. Quand on voit ces hémorragies en taches, on dit que le patient déjà est en stade de rétinopathie très proliférante. Donc, c'est des taches hémorragiques confirmant l'ischémie rétinienne profonde. Autre signe, lorsqu'on fait le fond d'œil, c'est les exudats secs. Ce sont des accumulations de lipoprotéines dans l'épaisseur de la rétine. Ils apparaissent comme des dépôts.
Tout ça, c'est... Ils apparaissent comme des dépôts jaunes. Ils sont habituellement disposés lorsqu'il y a un microanévrisme ou bien des anomalies, on verra tout à l'heure des anomalies veineuses. Il y a une exudation à partir des microanévrismes, donc il y a sortie de liquide à partir des microanévrismes, puis résorption de ce liquide et dépôt de lipoprotéines dans la rétine qui apparaissent au fond d'œil sous forme de taches jaunâtres bien limitées. Et quand ils siègent dans la région maculaire, surtout la fovéale, donc de l'acuité, on voit ici, ces clés-là, jaunâtres, bien limités, disposés en couronne en supérieur. Ils entourent des microanévrismes. Lorsqu'on fait une angiographie, on va retrouver plein de microanévrismes en haut. Donc, c'est l'oxydation de liquide à partir de microanévrismes. Puis, résorption de ce liquide et persistance des lipoprotéines dans la couche, dans les différentes couches rétiniennes. Il y a les nodules cotonneux. Les nodules cotonneux, c'est des lésions plutôt blanchâtres par rapport aux exudasecs, de petite taille, et dont leur axe est perpendiculaire à celui des fibres optiques. Ils sont disposés parfois en association avec les hémorragies en flamèche. C'est quoi ces nodules cotonneux? C'est l'épaississement et la pacification des fibres optiques traduisant une ischémie rétinienne focale. Donc, lorsqu'il y a une ischémie rétinienne au niveau des couches superficielles de la rétine, il n'y a plus de flux axoplasmique au niveau des fibres optiques. Et lorsqu'il n'y a plus de flux, il y a accumulation de flux dans une partie des fibres optiques et on les voit au fond d'œil sous forme de nodules comme ça, blanchâtres, mal limités. C'est les nodules cotonneux. Voilà, un nodule cotonneux, son axe comme ça, il est perpendiculaire à celui des fibres optiques. Et la voisine, une hémorragie en flamèche. Donc, cette zone est sur zone ischémique. Donc, c'est une micro-zone d'ischémie rétinienne. Là aussi, il y a plein de nodules cotonneux avec des hémorragies rétiniennes. Maintenant, les anomalies microvasculaires intra-rétiniennes, c'est un ensemble d'anomalies capillaires situées au sein de la rétine en bordure du territoire d'occlusion capillaire ou bien artériolaire. Il correspond au bourgeonnement de la paroi des vénus. Ils vont réaliser des anastomoses véno-vénulaires. C'est des anomalies vénulaires. Elles apparaissent comme des lésions vasculaires rouges et régulières. Donc, parfois, on les confond avec les nouveaux vaisseaux, mais en faisant l'angiographie, on peut faire la différence parce que les nouveaux vaisseaux, ils ont une paroi non étanche avec diffusion de la fluo. Donc, c'est à l'angiographie qu'on peut faire la distinction. Leur présence dans un seul cadran, la présence d'amir dans un seul cadran de la rétine, déjà, signe une rétinopathie diabétique non proliférante. Il n'y a pas de prolifération, mais sévère. Donc, cette rétinopathie diabétique non proliférante sévère, elle va évoluer vers la forme proliférante en 1 ou 2 ans à peu près. Donc, quand on voit ces amirs, on doit être très attentif. On voit ici quelques anomalies vénales. On peut parler. On voit ici les anomalies veineuses. C'est des anastomoses qui sortent de d'une veine et d'une autre veine, comme ça, avec tortuosité, uniquement
ils vont former un réseau veineux anastomotique, mais en faisant l'angiographie, on va distinguer ça plutôt en angiographie. Mais leur présence, ce qui est important, leur présence, quand on les voit, on est déjà dans la non-proliférante sévère. Maintenant, il y a les anomalies veineuses. Les anomalies veineuses, ce sont des régularités du calibre veineux. En donnant l'image de dilatation suivie de rétrécissement, toujours un siège au niveau d'un territoire d'occlusion étendu, et ça veut dire que ces anomalies peuvent régresser si l'ischémie régresse. Donc, si l'ischémie régresse, on peut voir ces anomalies veineuses disparaître. On voit ici ces anomalies veineuses, donc dilatation, rétrécissement, vraiment un aspect en chargé. Et tous ces signes, bon, on n'est pas toujours dans la rétinopathie diabétique proliférante. Donc, on est dans les. Lorsqu'il y a quelques microanévrismes, modérés, quand il y a plusieurs hémorragies avec des microanévrismes, sévères lorsqu'il y a des amies ou bien des anomalies veineuses. Et lorsqu'on voit un seul néovaisseau rétinien, on est déjà dans la rétinopathie diabétique proliférante. Donc, c'est l'apparition d'être pré-rétinien au niveau de la rétine périphérique ou bien siégé au niveau de la papille. Et dans ce cas-là, c'est des néovaisseaux prépapillaires. Et lorsque ces néovaisseaux siègent en prépapillaire, c'est une rétinopathie diabétique proliférante et sévère. Donc, c'est un boucle, on voit, c'est une boucle comme ça vasculaire. On sent qu'elle rentre comme ça dans la cavité vitréenne. Et ces néovaisseaux, quand ils se rentrent, vont entraîner des hémorragies intravitréennes. Là aussi, c'est un énorme paquet néovasculaire le long de l'arcade temporale supérieure et inférieure, entraînant même des déploiements de rétine tractionnels. Et lorsque ces néovaisseaux vont apparaître au niveau de l'iris, et surtout au niveau de l'angle hélico-cornéen, où ils vont entraîner l'occlusion, plutôt la fermeture de l'angle, c'est le glaucome néovasculaire. Donc, on est au stade de glaucome néovasculaire, GMV, donc c'est le stade ultime de la rétinopathie diabétique. Lorsqu'un patient arrive au stade de glaucome néovasculaire, généralement, on ne peut rien faire. Généralement, c'est un glaucome très sévère, c'est des pressions intraoculaires très élevées. Et généralement, c'est des patients qui n'ont pas reçu déjà de laser, n'ont reçu rien du tout. Donc, la cornée va se démasquer, on ne peut pas faire du laser. Donc, c'est des gens qu'on voit comme ça passer vers la cécité sans pouvoir rien faire. Donc, c'est ce stade-là qu'on veut absolument éviter. Il y a les hémorragies intravitréennes, ça c'est un fond d'œil hémorragique, donc on voit absolument bien juste un paquet comme ça, néovasculaire. Hémorragie intravitréenne. Ça, c'est une complication secondaire à la rupture des néovaisseaux dans la cavité vitréenne. Et là, c'est le décollement de rétine tractionnel. Ça, c'est le décollement de rétine tractionnel avec, on voit des membranes fibrovasculaires au fond d'œil qui vont tracter cette rétine et entraîner le décollement de rétine tractionnel. Ça, c'est les complications de la rétinopathie proliférante, glaucome néovasculaire, hémorragie intravitréenne et le décollement de rétine tractionnel. Trois complications très sévères dont le traitement est parfois très difficile. Donc, c'est les complications qu'on veut absolument éviter par un dépistage
de la rétinopathie diabétique. C'est pour cela qu'on insiste sur cette partie du cours. Oui. Bon, dans voilà, la macula, elle paraît comme ça noirâtre. Ça, c'est des traces de laser en nasal. Et là-bas, c'est des exudats. Mais le long de l'arcade temporale supérieure, on voit une espèce de fibrose comme ça, avec les néovaisseaux noyés, les néovaisseaux sont noyés dans cette fibrose, et la rétine, on la sent comme ça, décollée. C'est un décollement de rétine tractionnel et localisé. Les décollements de rétine tractionnels sont des décollements localisés. Ce pas des décollements de rétine comme dans des décollements de rétine hématogènes, une déchirure avec soulèvement de toute la rétine. C'est des décollements de rétine localisés, comme ça, des zones de rétine décollées de leur zone. Donc, à la fin de l'examen, on peut classer le patient pour entamer une surveillance et un traitement. Donc, on doit, à la fin de l'examen, classer notre patient. Soit il présente une rétinopathie non proliférante minime. Généralement, au fond d'œil, on va retrouver des microanévrismes, tout simplement. Ces patients, on va les surveiller chaque 6 mois, donc on fera un fond d'œil quand même chaque 6 mois. Si le patient présente plusieurs hémorragies rétiniennes, on peut, avec associé bien sûr microanévrisme, mais dont le nombre est inférieur à 20 hémorragies par 4 ans. Donc, on classe le patient de la rétinopathie diabétique non proliférante modérée. Et quand le patient présente plus de 20 hémorragies rétiniennes par 4 ans, donc on a 4 cadrans dans la rétine, chaque cadran il a plus de 20 hémorragies, ou bien on a anomalie veineuse, donc 2 cadrans, si on fait le fond d'œil, on trouve une veine en chapelet là et une veine en chapelet là, ou bien si on retrouve des amires dans un seul cadran, on va classer notre patient dans la rétinopathie diabétique non proliférante, mais qui est sévère. Là, on va surveiller le patient tout près, à 3 mois d'intervalle, et parfois, dans certains cas, on peut proposer déjà le laser à ce stade. Donc, le laser, on peut le proposer déjà dans le stade non proliférante sévère, c'est des cas particuliers. Et lorsqu'on voit dans le fond d'œil, bien après l'angiographie, on voit des néovaisseaux, là, on va dire que le patient présente une rétinopathie diabétique proliférante, et d'emblée, on va obligatoire et rapide. Il y a associé à ces anomalies maculaire qui est responsable parfois de la baisse d'acuité visuelle. Cette œdème peut être située à distance de la région foveolaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au fond d'œil? C'est des exudats secs comme ça, mais qui sont loin de la région maculaire. On va dire que c'est un œdème maculaire focal minime. On peut voir un épaississement. On peut voir un épaississement rétinien et des exudats secs à cheval sur la région foveolaire, et on va dire que c'est un œdème maculaire modéré. Et lorsque l'œdème maculaire, c'est des exudats sièges au niveau de la fovea, donc on va dire que c'est un œdème maculaire sévère. Oui. Oui, bien sûr, après traitement, on verra les traitements qu'on peut proposer. Il y a une amélioration, bien sûr, de l'acuité visuelle. Après, si l'œdème, bien sûr, est pris à temps. Donc, si on ne va pas laisser cette rétine traîner avec cet œdème, avec modification cellulaire et tout, on peut avoir un gain d'acuité visuelle après traitement de l'œdème maculaire. Oui, c'est réversible.
Donc, après, on a dit la dernière fois, puis l'avènement de l'OCT a modifié bien le diagnostic, la prise en charge des maculopathies, notamment la DMLA et l'œdème maculaire diabétique. Là, c'est une image OCT normale. On voit bien ici la région maculaire. La région frontale, c'était un OCT normal. Donc, là, si on fait le fond d'œil, on peut apercevoir quelques exudats secs au haut de la région foveolaire. Mais on ne peut pas savoir est-ce que la macula est bien épaissie bien non. Mais en faisant le OCT, on voit bien que la région foveolaire, elle est, donc c'est un œdème maculaire sévère quand même. Là aussi, en faisant le fond d'œil paraît carrément normal, donc dans la région maculaire, on voit quelques hémorragies et nodules cotonneux, mais en faisant le OCT toujours, il y a cette œdème maculaire qui est focale qu'on installe de la région maculaire. Donc on voit bien ici l'intérêt de l'OCT dans le diagnostic et la prise en charge de la maculopathie diabétique. L'autre examen indispensable dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique, c'est l'angiographie. L'angiographie, c'est un examen où on injecte un produit de contraste et on va voir le comportement vasculaire de la rétine. Donc, après injection de la fluorescine, on va prendre quelques images du fond d'œil et on va bien voir le comportement de cette rétine. Après injection de produits de contraste, l'arbre vasculaire rétinien bien dessiné, et on voit là où il y a des étoiles. C'est des zones noirâtres comme ça. C'est des zones d'ischémie rétinienne. Là où il y a une plage comme les étoiles, une plage noirâtre tout autour, c'est les ischémies rétiniennes. Bien sûr, toutes les taches noires, petites taches noires bien limitées, c'est les hémorragies rétiniennes. Et les taches blanches, c'est les micro-anévrismes. Oui. C'est la maculaire. C'est la région maculaire. C'est la région maculaire. On dit que la région maculaire est avasculaire. Elle ne dépend pas de la vascularisation de l'artère centrale de la rétine. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de pigments dans la région maculaire. C'est pour cela que la photo. Comment? La choroïde. Les couches externes de la région maculaire sont vascularisées par la choroïde et les couches internes ils vont converger comme ça. On a vu, c'est un entonnoir, et les fibres ils vont converger. Et les couches externes, bien sûr, c'est les fibres optiques, elles sont vascularisées par l'artère centrale de la rétine. Donc, pourquoi elle apparaît comme ça plutôt noirâtre? Parce qu'il y a beaucoup de pigments au niveau de la région maculaire. Donc, ce pigment va faire barrière. On ne peut pas voir tout ce qui est comme ça, blanchâtre derrière les vaisseaux. C'est la choroïde, mais dans la région maculaire, c'est noirâtre parce qu'il y a beaucoup de pigments. Il n'y a pas d'image de la choroïde. C'est pour cela que la région maculaire apparaît plus noire, au fond plutôt à l'angiographie. Là aussi, c'est carrément, c'est les néovaisseaux. On voit des taches blanchâtres avec diffusion de la fluorescine. C'est les néovaisseaux. Il y a plusieurs néovaisseaux prérétiniens dans cette angiographie. Là, c'est les néovaisseaux papillaires. Là, c'est une image explicite. On voit très bien l'ischémie rétinienne. Tout ça, c'est l'ischémie rétinienne. Si on voit ça c'est l'ischémie rétinienne. Et ça, c'est les néovaisseaux aux bordures de l'ischémie rétinienne. C'est des néovaisseaux qui veulent irriguer cette rétine ischémique, mais elles ne peuvent pas. C'est des néovaisseaux anormaux. Ils vont proliférer plutôt dans la cavité vitréenne. Ça, c'est un néovaisseau aussi. Et on voit toute cette ischémie rétinienne.
sont les facteurs de risque d'évolution rapide de cette rétinopathie diabétique. Il y a plusieurs facteurs de risque d'évolution rapide. Il y a la puberté, l'adolescence ainsi que la grossesse. Ce sont des états liés à une perturbation hormonale. Là, on peut avoir une aggravation de la rétinopathie diabétique. La normalisation rapide de la glycémie peut entraîner aussi une aggravation de la rétinopathie diabétique. Donc, on demande toujours aux diabétologues d'équilibrer nos patients progressivement. Il ne faut pas passer d'une hémoglobine, par exemple, glyquée de 11 à 7 en 3 mois. Ça peut aggraver cette rétinopathie diabétique. Donc, c'est un rééquilibre progressif parce que la rétine a été habituée à un certain équilibre. Donc, si on fait baisser le taux de glycémie rapidement, il y a apparition d'ischémie rétinienne plus étendue. Le traitement chirurgical de la cataracte peut entraîner une aggravation de la rétinopathie diabétique. Donc, si on a un patient qui présente une cataracte avec une rétinopathie diabétique, juste après la chirurgie de la cataracte, on va s'occuper de sa rétinopathie diabétique parce qu'il peut proliférer rapidement. Une décompensation, bien sûr, tensionnelle ou bien rénale, peut entraîner aussi l'aggravation de la rétinopathie diabétique. Donc, ça, c'est des facteurs d'aggravation de la rétinopathie diabétique qui n'ont pas les facteurs d'apparition. Le facteur d'apparition, c'est la durée et le déséquilibre. Et les facteurs d'aggravation, on vient de les voir, c'est certains états hormonaux et une normalisation rapide, traitement chirurgical de la cataracte, une décompensation fonctionnelle ou bien rénale. Pour le traitement, donc, qu'est-ce qu'on fait pour la rétinopathie diabétique? Donc, dans tous les stades chez un diabétique, il faut avoir un rééquilibre métabolique et fonctionnel. Donc, on va demander une globine inférieure à 7%, une tension artérielle avoisinant les 13,8, avec toute correction d'une dyslipidémie et arrêt, bien sûr, des facteurs cardiovasculaires, notamment. Ce traitement préventif est indiqué, bien sûr, à tous les stades de la rétinopathie diabétique. Le traitement physique qui est le laser, qui occupe une place importante dans le traitement de la rétinopathie diabétique. Il faut savoir qu'après l'apparition du laser, on a diminué de 50% environ la cécité chez les diabétiques. Donc, ça a modifié totalement le pronostic de la rétinopathie diabétique l'avènement de laser. Bien sûr, le laser, qu'est-ce qu'il va faire ce laser? Il va détruire, on va faire une destruction, photoablation de la rétine ischémique. Donc, on va carrément la détruire. On va juste laisser la région maculaire. Et par cet effet de destruction de la rétine, la photoablation de la rétine par laser, le flux sanguin va être dirigé vers la région maculaire. Il n'y a plus de sollicitation de nouveaux vaisseaux, il n'y a plus de sécrétion de facteurs de croissance endothéliale, il n'y a plus passage à la forme proliférative. Donc, c'est ça à peu près le mécanisme de la photocoagulation au laser. Donc, c'est une photoablation de la rétine ischémique. D'accord. Donc, le laser, bien sûr, se fait en ambulatoire, sous anesthésie. Donc, juste on va instiller au patient des gouttes d'anesthésion sur la cornée pour mettre un verre et on va placer plusieurs impacts sur toute la rétine. On va ici des impacts de laser, comme ça. Toute la rétine, bien sûr en épargnant la région centrale. Et ça, c'est après quelques mois, on voit les cicatrices de laser avec conservation de la région maculaire. Le laser, bien sûr, après le laser, les patients vont se plaigner d'une héméralopie, donc ils vont
les acuités visuelles nocturnes, donc héméralopie, parce qu'on a détruit toute la rétine périphérique qui est responsable de la vision nocturne, mais on n'a pas le choix en réalité. Et donc, on doit préserver à tout prix la vision centrale maculaire. Cette PPR peut être faite sur plusieurs séances espacées d'environ 4 semaines en moyenne, mais parfois on doit la faire au bout de 2 semaines. Par exemple, chez un patient présentant une RTP proliférante sévère, ou bien apparition d'une rubéose irienne, donc des nouveaux vaisseaux iriens, avant l'apparition du glaucome vasculaire. Donc, quand on voit ces nouveaux vaisseaux iriens, donc on va faire la PPR, parfois en une seule séance. Le volet chirurgical, parfois on est amené à faire une chirurgie oculaire au cours de la rétinopathie diabétique. Cette chirurgie oculaire est indiquée lorsque on a une hémorragie intravitréenne, on a vu cette partie dans le cours précédent. Donc, quand on a une hémorragie intravitréenne, sans tendance à la résorption. On a dit sans tendance toujours à la résorption. Donc, après 2 mois après de surveillance, il y a toujours cette hémorragie du vitré qui gêne la vision du patient. Donc, on va faire une vitrectomie. La vitrectomie peut être aussi indiquée en cas de déploiement de rétine fractionnelle. Si on a une rétine qui est collée avec ses néovaisseaux, donc on est obligé de faire une vitrectomie et faire du laser, de l'ondolaser et injection de liquide de silicone. C'est une chirurgie très lourde, très chère. Donc, c'est des stades qu'on veut absolument éviter. Ça, c'est une vitrectomie. Ça, c'est le brouteur. Ça, c'est le fontaine, le brouteur du vitréotome. Au début, c'est l'hémorragie du vitré, on ne voit rien du tout. Mais après, la vitrectomie, on voit apparaître la partie des autres. Et en bas, à droite, c'est laser, le laser, le laser, le coup de laser pour la vitrectomie. Là aussi, c'est le décollement de rétine. On a dit que c'est une des indications de la vitrectomie. Lorsqu'on a un décollement de rétine fractionnel, donc on fait vitrectomie, on va enlever ces néovaisseaux et on va injecter du lit de silicone. Donc, il faut savoir, mais cette chirurgie elle est très difficile, elle est très coûteuse et même le pronostic visuel n'est pas vraiment meilleur. Donc, on veut absolument éviter ces stades. Maintenant, le traitement de l'œdème maculaire. L'œdème maculaire, lorsqu'on voit un œdème maculaire chez un diabétique, soit c'est un œdème maculaire extra-foveolaire, donc loin de la région foveolaire. Dans ce cas-là, on peut proposer quand même du laser. On peut faire du laser dans la région maculaire, mais extra-foveolaire, à une distance supérieure à 1500 microns de la fovea. Donc, on va faire quelques impacts de laser, c'est sur les micro-anévrismes. On va traiter cet œdème maculaire focal. Et lorsqu'il s'agit d'un œdème maculaire diffus de toute la région maculaire, là, on ne peut pas faire, on évite de faire le laser et on va proposer actuellement les injections intravitréennes. L'injection intravitréenne anti-VEGF. Il y a plusieurs produits actuellement qui sont sortis sur le marché qui vont entraîner la résorption pratiquement complète de cet œdème maculaire. Mais il faut savoir que ces injections proposées sont très chères aussi. Ils coûtent environ 900 à 1000 euros par injection. Le patient nécessite 3 injections, au moins 3 injections par œil. Si on calcule 6 injections, c'est un traitement qui coûte 6 000 euros par patient. Donc, c'est un traitement très, très cher. Donc, on peut toujours éviter le stade de l'œdème maculaire diffus. Là, on voit c'est un œdème, on voit bien que c'est un œdème maculaire extra-foveolaire, la couronne exudable. Donc, on peut réaliser des impacts loin de la région foveolaire.
Mais quand il s'agit d'un œdème maculaire diffus, soit dans ce cas-là, on propose des injections intra-artérielles, c'est la meilleure solution. Mais parfois, même avec les injections intra-artérielles, il y a toujours persistance de cet œdème maculaire. Et dans ce cas-là, on va s'acharner quand même et on peut proposer un laser périmaculaire. Donc ça s'appelle la grille maculaire, mais dont les résultats ne sont pas encourageants. Donc, on a vu le premier chapitre de manifestation ophtalmologique oculaire des maladies générales. On a insisté sur la rétinopathie diabétique parce qu'elle pose un problème de santé publique. Vous avez vu qu'elle représente quand même la première cause de cécité chez le sujet jeune, inférieur à 50 ans. Et le traitement qui est, si on ne fait pas un bon suivi au début avec un traitement précoce, on peut arriver à des stades dans le traitement très lourd, la vitrectomie, les injections intra-artérielles. Donc, on peut éviter tous ces traitements. On peut proposer juste le laser, mais le laser va quand même donner de bons résultats à long terme. Oui. La photoablation de la région des régions on a bien sûr, il y aura un champ visuel tubulaire. On appelle ça c'est l'amputation de tout champ visuel. Donc, on a une méranopie, c'est la activité visuelle nocturne et l'amputation du champ visuel. Mais le patient, il ne va pas s'apercevoir de cette amputation du champ visuel, il va se plaindre plutôt de l'héméranopie. Donc, c'est des gens qui vont se plaindre surtout de leur héméranopie. Maintenant, le deuxième chapitre, c'est l'HTA. Donc, l'HTA, c'est une pathologie aussi courante. Donc, l'hypertension artérielle est répandue dans la population, environ 20 à 30% de la population adulte. Et constitue un facteur de risque cardiovasculaire majeur de morbidité et de mortalité. La rétinopathie hypertensive, c'est l'atteinte la plus fréquente au cours de l'HTA. Donc, s'il y a une hypertendue, l'atteinte la plus fréquente, c'est la rétinopathie hypertensive. Elle siège principalement dans le segment postérieur, bien sûr, la rétine, choroïde et nerfs optiques. Elle demeure les manifestations reconnues en tant qu'atteinte d'un organe cible chez les hypertendus. Donc, comme vous savez, les hypertendus parfois bénéficient d'une carte de soins avec un remboursement à 100%. Et parmi les organes cibles atteints par l'HTA, c'est le l'œil. Donc, s'ils ont une néphropathie, s'ils ont une cardiopathie associée, donc une rétinopathie associée. Donc, s'ils ont une rétinopathie associée, ces patients vont bénéficier quand même d'une prise en charge à 100%. Cette atteinte peut contribuer à une aggravation de la rétinopathie diabétique, bien sûr, parfois sous-jacente, et se compliquer d'une atteinte oculaire, parfois très grave. On va voir tout à l'heure quelles sont les complications de l'HTA au niveau oculaire. Il faut bien faire la distinction entre, ça c'est très important, entre l'HTA et l'atteinte secondaire à l'artériosclérose. Donc, dans l'évolution, le pronostic
sujet jeune, HTA équilibré, pris en charge précocement. Donc, un sujet jeune avec HTA bien équilibré, pris en charge précocement, le fond va être normal. On peut retrouver des signes d'hypertension, de rétinopathie hypertensive seuls. Donc, récent, déséquilibre du sujet jeune. Un sujet jeune avec une HTA qui est déséquilibrée. Donc, quand on fait le fond d'œil, souvent, on va retrouver seulement des signes de la rétinopathie hypertensive. On peut faire un fond d'œil, on va retrouver les signes d'artériosclérose seul, sans signe de rétinopathie hypertensive. C'est le cas de sujets âgés non hypertendus, parce qu'on sait très bien que l'artériosclérose, c'est une pathologie dégénérative liée à l'âge. Donc, c'est des parois. Parce que mais le cas de figure le plus fréquent quand on fait le fond d'œil, c'est on voit les signes de rétinopathie hypertensive associés à des signes d'artériosclérose. C'est des sujets âgés, hypertendus, ou bien un sujet jeune avec une HTA ancienne. Une HTA ancienne. Les signes de rétinopathie hypertensive, le premier signe, c'est le rétrécissement artériel diffus. Il peut être diffus chez les jeunes, il peut être chez les sujets âgés. Et réaction vasculaire normale de la rétine. Donc, les vaisseaux rétiniens, ils ont une autorégulation, une aptitude d'autorégulation. Lorsqu'il y a une hyperpression et une élévation de la tension artérielle, il y a une vasoconstruction artérielle active. Donc, quand on fait le fond d'œil, on va retrouver tout simplement un rétrécissement artériel diffus. Ça, c'est un fond d'œil chez un sujet jeune présentant une HTA avec, on voit que les artères, on sait très bien que les artères, elles sont plus claires que les veines. C'est vrai, les artères représentent les 2/3 de la veine, mais on voit ici pratiquement l'artère, elle ne représente même pas la moitié de la veine. Ça, c'est le rétrécissement artériel diffus. Il est réversible. Il est réversible en cas de traitement de l'HTA. Il y a une vasodilatation. Il y a le stade 2 de la rétinopathie hypertensive si cette vasoconstriction persiste, il n'y a pas de prise en charge de l'HTA, et apparaissent au fond d'œil d'une ampoule cotoneuse et des hémorragies rétiniennes très profondes. Et elles sont secondaires à des micro-occlusions capillaires, entraînant la nécrose par et ces occlusions capillaires vont se traduire aussi au fond d'œil par des hémorragies rétiniennes superficielles et même parfois un œdème rétinien et exudat profond. Donc, au début, c'est une vasoconstruction. Cette vasoconstruction, elle est maintenue parce que le patient n'a pas été pris en charge. Il y a apparition d'ischémie rétinienne. On la voit sous forme de nodules cotoneux et hémorragie rétinienne profonde. On a dit que c'est des signes d'ischémie rétinienne. Et lorsqu'il y a une nécrose de la paroi, il y a exudation et hémorragie rétinienne. Donc, on a 4 signes qu'on peut voir dans le stade 2. Le stade 3, ça c'est le stade 2. Donc, on a les exudats de lec, les exudats contournés, les hémorragies rétiniennes. On prend ça avec un fond d'œil diabétique. Donc, c'est pratiquement une rétinopathie diabétique. Donc, c'est l'interrogatoire et il fera la différence. Ici, de la rétinopathie, le stade 3. Stade 3, en cas d'HTA maligne, on voit ça en cas d'HTA maligne, d'installation rapide et sévère, et dont les capacités d'autorégulation sont vite dépassées, et la barrière hémato-rétinienne est rompue. Donc, dans ce cas-là, on voit l'apparition
l'œdème papillaire et maculaire. Ça se voit généralement chez le sujet jeune présentant une HTA d'origine rénale. Donc, c'est une HTA très élevée. C'est des chiffres de 22, 15 et tout. Donc, en faisant le fond d'un œdème maculaire, ça se voit. Donc, c'est le stade 3 de la rétinopathie hypertensive. Donc, ça, c'est le stade 3 de la rétinopathie hypertensive. On voit que la papille elle est œdématiée noyée dans un œdème. On voit aussi la papille elle est noyée dans un œdème, hémorragie rétinienne et exsudat maculaire en forme d'étoile. Ça, c'est le stade 3. Maintenant, les signes de l'artériosclérose. On a dit que l'artériosclérose correspond à la rigidification de la paroi artérielle avec des altérations cellulaires endothéliales et épaississement de la paroi et fibrose et des polyalines. Donc, c'est des modifications au niveau de la paroi des artérioles. Elle peut être isolée chez le sujet âgé ou bien associée à des signes de rétinopathie hypertensive. Cette artériosclérose peut être classée en 3 stades aussi. Donc, on a soit juste focale, donc c'est des petites parties, des parcelles comme ça de l'artère qui sont rétrécies. C'est le rétrécissement artériel focal. Donc, le stade 2, c'est le signe du salut. Donc, c'est la modification du trajet de la veine qui croise l'artère. Donc, on sait dans la rétine, lorsqu'une veine croise une artère, donc ils vont partager la même adventice. Et lorsqu'il y a un épaississement de l'artère, celle-ci, elle va modifier un petit peu le trajet de la veine. On voit le signe de salut, ou bien carrément il y a la veine va devenir effilée derrière l'artère. Les pathologies sont liées à l'artériosclérose et non pas à l'artère. Le troisième stade, lorsqu'on voit ce croisement artériovène pathologique persister, il y a une thrombose de la veine. Donc, c'est l'occlusion de la veine d'une veine branche veineuse. Donc, on a vu dans les occlusions veineuses, il y a soit l'occlusion de la veine centrale de la rétine, soit une occlusion d'une branche. Là, c'est une occlusion de la veine temporale supérieure avec hémorragie dans le territoire de drainage de cette veine due à croisement artério-veineux pathologique. Il y a un cas particulier dans la rétinopathie des communs. Elles ont bien chuté chez les jeunes, en cas surtout crise aiguë. On voit ça chez la femme enceinte. En général, c'est la femme qui présente une HTA gravidique avec des proportionnels très élevés. Elle est secondaire à une ischémie coronienne. Donc, non pas une ischémie rétinienne, c'est une ischémie coronienne. Au fond d'elle, on va des poses épithéliales secondaires à l'ischémie coronienne, c'est les taches Riching, et un DR, un décollement de rétine exudant. Un décollement de rétine exudatif, non pas fractionnel, mais exudatif. Pourquoi exudatif? On a dit que c'est une ischémie coronienne. L'épithélium pigmentaire est nourri par l'épithélium pigmentaire sur la couche en plus externe de la rétine. Il est nourri par la choroïde. Lorsqu'il y a une nécrose de l'épithélium pigmentaire, il y a une exudation qui va traverser l'épithélium pigmentaire et va décoller la rétine neurosensorielle. Les complications de la rétinopathie hypertensive, il y a des complications, la plus déjà connue par vous, c'est les occlusions vasculaires rétiniennes, on en a fait déjà. Les macro-anévrismes, c'est des
de la paroi vasculaire artérielle. Et il y a les neuropathies optiques antérieures ischémiques. On a vu cela. Donc, ça, c'est une occlusion, ou bien une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Donc là, c'est une occlusion de l'artère centrale de la rétine, l'artère grêle, macula, rouge, cerise. Ça, c'est une occlusion de la veine centrale de la rétine, dilatation, tortuosité vasculaire avec hémorragie rétinienne dans les 4 cadrans. Ça, c'est une neuropathie optique antérieure ischémique. Donc, c'est un nerf optique, une papille optique pâle avec un œdème et des hémorragies péripapillaires. Ça, c'est un macro-anévrisme. Voilà. Ça, c'est le macro-anévrisme au niveau de la paroi du martère. Donc, il y a une exsudation à partir de ce macro-anévrisme et des pots d'exsudant au niveau, tout autour de ce macro-anévrisme. Donc, quel est le traitement de la rétinopathie hypertensive? Tout simplement, c'est le traitement de l'HTA. Ce traitement sera instauré rapidement sous surveillance, bien sûr, étroite, surtout en cas de signe de rétinopathie hypertensive stade 2 et 3. Dans le cas particulier de la prééclampsie associée à une choriopathie hypertensive, là, on va faire un déclenchement du travail ou bien d'une césarienne ou d'urgence. Donc, si une femme présente une choriopathie hypertensive avec des exudatifs, là, il faut faire une césarienne de sauvetage. Le traitement, bien sûr, il y a, ça c'est le traitement de l'HTA, le traitement de l'HTA gravidique, et le traitement, bien sûr, des autres complications. Si on a une occlusion de l'artère centrale de la rétine, on ne peut rien faire, on a dit déjà, on ne peut rien faire, on va s'étaler sur le pronostic vital. Si on a une occlusion de l'artère centrale de la rétine pour l'ischémique, on va faire le laser. Si on a un macroanévrisme, on va le bombarder par le laser. Si on a une neuropathie optique antérieure ischémique, on va écarter d'abord la maladie de Horton, puis traiter le patient pour son HTA. Donc, c'est les deux parties du cours les plus importantes. On va survoler un petit peu les autres manifestations oculaires d'autres pathologies. Il y a surtout les pathologies infectieuses, les pathologies inflammatoires du système nerveux central et de pathologies hématologiques et rhumatismales. Donc, les pathologies infectieuses, ce n'est pas la brucellose qu'on va évoquer, c'est surtout la tuberculose. La tuberculose, parce qu'on est dans un pays endémique, donc la tuberculose peut se manifester au niveau oculaire par des kératites et surtout par des uvéites antérieures, postérieures et parfois des neuropathies optiques. Les neuropathies optiques inflammatoires. Les neuropathies optiques inflammatoires. Donc, dans le bilan étiologique d'une uvéite ou bien d'une inflammation oculaire optique, on va demander toujours une TR tuberculine avec un téléthorax. L'autre pathologie infectieuse qu'on va évoquer un petit peu, c'est la toxoplasmose oculaire, parce qu'on a dit que la toxoplasmose oculaire constitue la première cause d'uvéite postérieure. Elle peut être congénitale, donc c'est une infection transparente placentaire avec une primo-infection toxoplasmique au cours de la grossesse, donnant parfois dans ce cas-là des atteintes cérébrales graves et des atteintes oculaires, uvéites ou bien calcifiques uvéites. Cette toxoplasmose peut être acquise, bien sûr, et dans le fond d'œil, dans la manifestation oculaire, c'est la rétino-choroïde ou bien la choriorétinite. Donc, c'est une inflammation entre la rétine et la choroïde. Donc, on va voir ce foyer comme ça, blanchâtre au niveau, c'est ça. Ça, c'est la toxoplasmose oculaire.
oculaire, c'est un foyer frontal de toxoplasmose. Puis après cicatrisation, on va voir la cicatrisation du foyer de toxoplasmose. La toxoplasmose, il faut savoir que c'est un parasite qui sévit dans la rétine, donc elle peut récidiver. Donc, après, elle peut récidiver, donc c'est un parasite qui est toujours là en cas d'immunodépression, en cas surtout d'immunodépression, il y a réactivation du parasite qui va sortir des cellules rétiniennes et il y a une réaction inflammatoire et c'est qui va aboutir à ce nodule inflammatoire. Autre pathologie infectieuse qu'on doit évoquer en ophtalmologie, c'est le zona ophtalmique. Le zona ophtalmique, c'est la manifestation de l'inflammation sur le nerf ophtalmique de l'hélice du virus zostérien. Il survient surtout chez le sujet âgé ou bien les immunodéprimés. Donc, c'est une éruption cutanée dans le territoire du 5-1 avec atteinte parfois oculaire. Cette atteinte peut être tout simplement une kératite portuée superficielle. Parfois, c'est des ulcérations cornéennes, dendritiques dans l'herpès. Ça peut être une sclérite, ça peut être une épisclérite ou bien une rétinite nécrosante aiguë. Une rétinite nécrosante aiguë. Ça, c'est le zona ophtalmique. Et la teinte oculaire, on voit un ulcère assez important au niveau de la cornée. Là, c'est l'herpès oculaire. On voit après une distillation de fluo, l'herpès en forme dendrite. Ça peut entraîner aussi des uvéites antérieures. Maintenant, les maladies inflammatoires qui peuvent donner des manifestations oculaires, il y a la sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est une maladie inflammatoire d'origine inconnue. Sur le plan oculaire, elles peuvent entraîner une adénite, donc une inflammation de la glande lacrymale, des uvéites antérieures, intermédiaires ou bien postérieures, des vascularites. Donc, toujours dans le cadre de bilan étiologique d'une uvéite, la sarcoïdose est toujours recherchée par un bilan biologique. On va demander une parodie d'examen, un TDM thoracique, le dosage de l'angiotensine 2. Donc, pour les collagénoses comme le lupus, l'érythématose disséminée peut se manifester au niveau oculaire par toute atteinte. Il peut entraîner des uvéites antérieures, postérieures, il peut entraîner des neuropathies optiques inflammatoires. Il y a des vascularites comme la maladie de Horton. La maladie de Horton, on a parlé déjà sur le plan oculaire. La manifestation la plus fréquente, c'est la neuropathie optique antérieure ischémique, c'est l'ischémie de la tête de nerf optique. Parfois, c'est des signes oculomoteurs, c'est des paralysies oculomotrices. Le traitement, bien sûr, vous savez, c'est les corticoïdes à forte dose. Deuxième pathologie vasculaire, c'est la maladie de P7. La maladie de P7, c'est une maladie aussi systémique, d'origine toujours inconnue, inflammation vasculaire. Dans le diagnostic repose sur quelques critères. Le critère obligatoire, c'est l'arthrose buccale. Et parmi les critères majeurs, on a la teinte oculaire. Donc, c'est un critère majeur dans le diagnostic de la maladie P7. Donc, sur le plan oculaire, la maladie P7 se manifeste soit par une atteinte au niveau du cerveau antérieur, c'est les uvéites. Et il y a plus typique, c'est une uvéite à hypopion. C'est un hypopion aseptique, c'est pas une hypopion septique, c'est pas un abcès, c'est un hypopion aseptique. Ça, c'est une manifestation assez caractéristique de la maladie de B7 sur le plan oculaire. Dans la partie postérieure, le B7 va entraîner toujours des uvéites postérieures, intermédiaires
pour seuil intermédiaire et surtout des vascularites occlusifs. Les vascularites occlusifs, donc c'est des inflammations de la veine, des veines rétiniennes avec occlusion des veines. Vascularite occlusif. Des maladies du système nerveux central, on va juste évoquer la sclérose en plaques. La sclérose en plaques parce que l'un des modes d'entrée en sclérose en plaques, c'est la névrite optique rétro-bulbaire. C'est pas la seule. On peut avoir au cours de la sclérose en plaques des paralysies oculomotrices ou bien un nystagmus. Et on peut retrouver aussi plus rarement des uveites intermédiaires. Même les uveites intermédiaires peuvent se voir au cours de la sclérose en plaques. Oui. Non. Au début, là, parfois, c'est la sclérose en plaques. Parfois, c'est les ophtalmologistes qui posent le diagnostic de la sclérose en plaques. C'est des patients jeunes qui consultent pour PAV brutal et calme, font peut-être œdème papillaire ou bien normal, en faisant l'IRM et bien sûr en faisant l'interrogatoire. On va retrouver d'autres signes neurologiques, des fourmillements, une asthénie et le fondeur. À l'IRM, on va retrouver des zones de déglutition un peu partout dans périventriculaire. Donc, on va mettre le patient sous corticoïde et on va adresser le patient chez le neurologue pour exploration. Le neurologue va faire des potentiels positifs, visuels à la demande. Ce n'est pas toujours qu'on fait des potentiels évoqués visuels. On a dit que lorsqu'on suspecte une simulation, donc auditif pour rechercher l'atteinte auditive associée, il va faire aussi généralement une PN pour retrouver le pic au niveau coronal d'IgG. Donc, il va quand même contribuer au diagnostic de la maladie de sclérose en plaques. Les maladies rhumatismales, donc chez l'enfance, c'est l'arthrite chronique juvénile. L'arthrite chronique juvénile sur le plan oculaire peut entraîner des uveites antérieures qui évoluent chez l'enfant d'une manière insidieuse. Ce n'est pas une uvéite avec œil rouge et photophobie et tout, donc c'est des uvéites avec œil calme carrément. Donc, c'est à nous de rechercher, d'ailleurs, nos confrères, les pédiatres, lorsqu'ils ont une ACJ, donc, normalement, ils adressent systématiquement pour un examen ophtalmo pour dépister l'UV. Elle se complique de cataracte et de glaucome. Donc, c'est la manifestation la plus fréquente. Chez le sujet chez l'adulte, c'est les spondylarthrites ankylosantes, les spondylopathie ankylosantes, donc les SPA, peuvent se manifester au niveau oculaire, surtout par des uvéites antérieures. Parfois, c'est des sclérites, donc l'inflammation de la sclère et de l'épisclère, mais la manifestation la plus fréquente, c'est les uvéites antérieures. Quand même, elles ne sont pas silencieuses comme là, c'est une uvéite bruyante, œil rouge, signifiante et avec parfois hypertonie oculaire. Quelques hémopathies qui peuvent se manifester au niveau oculaire, c'est surtout la drépanocytose. La drépanocytose, pourquoi ça se manifeste au niveau oculaire? Parce qu'il y a des occlusions, voilà, des micro-occlusions capillaires, rétiniennes, périphériques, par des hématies falciformes. Donc, ces hématies falciformes vont entraîner des occlusions rétiniennes périphériques et donnant un tableau de rétinopathie ischémique. Rétinopathie ischémique, au début, le patient n'a rien du tout, mais au bout de quelques années d'évolution, il y a l'apparition de néovaisseaux et d'hémorragies rétiniennes avec parfois des colons rétiniens. Donc, sujet drépanocytaire, examen ophtalmo systématique.
Et nous, on fera toujours une géographie. Parce qu'au fond, on peut trouver des contextes comme ça qui paraît normal, mais en faisant non géographie, on va retrouver de larges zones d'ischémie rétinienne périphérique qu'on doit traiter au laser. C'est ça, c'est le but du cours de pathologie générale qui se manifeste sur le plan oculaire. Que ça soit c'est des manifestations oculaires vont contribuer au diagnostic, ou bien des manifestations oculaires qui sont secondaires à cette pathologie générale, cette complication de la pathologie générale qu'il faut rechercher, notamment comme dans la rétinopathie diabétique, ou bien comme à la fin avec l'ocytose. Donc, c'est des atteintes oculaires, donc l'ophtalmo doit les rechercher, les traiter avant leur progression, parce que la prise en charge au début elle est facile, mais quand on dépasse certains temps, donc là, la prise en charge elle devient très difficile. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Bon courage dans votre cours et مع السلامة.